J'étais debout dans la salle paroissiale de l'église Saint-Martin lorsque ma belle-fille l'a dit à voix haute, claire comme de l'eau de roche, le menton relevé et les yeux rivés aux miens. Le plus beau cadeau pour mon mariage, a-t-elle dit, ce serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. La pièce s'est figée. Chaise pliante, nappe blanche, un plateau de madeleine à moitié vide. J'ai attendu que ma femme éclate de rire. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Elle ne l'a pas fait. Brigitte a hoché la tête. C'était le moment. Pas bruyant, pas dramatique, juste un petit hochement de tête ordinaire qui a ressemblé à une porte se refermant quelque part au fond de ma poitrine. 3 semaines plus tard, elle se tiendrait dans la même salle, la voix haute, le visage rouge, fixant une maison vide et se demandant comment tout avait pu s'effondrer si vite. Mais à ce moment-là, dans cette pièce silencieuse, tout ce que j'ai fait, c'est inspirer et compter jusqu'à 3. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement regardé Émilie, 28 ans, cheveux tirés en chignon serré, classeur de mariage pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Et j'ai dit « D'accord ». Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'y était pas attendue. Maintenant, laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Laurent Dumas. J'avais 56 ans ce printemps-là, et je vivais à Cergy, dans le Val d'Oise. J'avais été électricien presque toute ma vie. 34 ans de matin tôt, de cave froide et de mains qui ne cessaient jamais vraiment de vibrer, même quand j'essayais de dormir. Mes articulations étaient épaisses, mes doigts à moitié engourdis après des années à sertir des fils et à serrer des vis. Brigitte et moi étions mariés depuis 12 ans. Elle était arrivée avec une fille, Émilie, qui avait 16 ans quand je l'ai rencontrée. Son vrai père était parti depuis longtemps. Je n'ai pas essayé de le remplacer. Je me suis juste présenté. Sortie d'école, pneus crevés, leçon de conduite sur le parking du lycée. Je lui ai appris à faire un créneau dans mon vieux Renault Kangoo, mon pied planant au-dessus du frein, ma voix calme, même quand elle cognait le trottoir. Elle m'appelait Laurent, puis papa, puis quelque part en chemin, elle a cessé de m'appeler quoi que ce soit. La maison, notre maison, se trouvait dans une impasse tranquille, avec des pommiers d'ornement et des boîtes aux lettres en forme de petites granges. J'avais versé l'apport. Mon nom était sur le crédit immobilier, celui de Brigitte aussi. Émilie aimait l'appeler la maison de famille, surtout quand elle parlait d'y organiser des brunchs de mariés et des dîners de pré-mariage. Le mariage avait tout envahi. Salle de réception, traiteur, fleuriste. La voix d'Émilie sur haut-parleur pendant que Brigitte faisait les 100 pas dans la cuisine, hochant la tête, souriant, disant « Bien sûr, ma chérie ». J'ai payé la plupart sans me plaindre. C'est ce qu'on fait, me disais-je. On investit dans les gens qu'on aime. La réunion à l'église était censée être simple. Décompte final, plan de table, qui était assis où. Émilie se tenait devant avec son classeur, tournant les pages comme une chef de projet. Puis elle s'est raclé la gorge. « Il y a juste encore une chose » a-t-elle dit, regardant d'abord Brigitte, puis moi. « Je ne veux aucun malaise le jour de mon mariage. » Brigitte s'est déplacée sur sa chaise. Je connaissais ce mouvement. Elle le faisait quand elle ne voulait pas choisir de camp. Émilie a continué. « Les gens pourraient être confus. Je veux dire, tu n'es pas vraiment mon père. » J'ai hoché la tête une fois. Cette partie ne piquait pas autant qu'elle le pensait probablement. « Et honnêtement, a-t-elle dit, ça signifierait beaucoup pour moi si tu te retirais. » Complètement. J'ai attendu. Elle a pris une inspiration et a terminé. « Le plus beau cadeau, ce serait que tu disparaisses de notre famille pour toujours. » Je me suis tourné vers Brigitte. 12 ans de mariage, compte bancaire joint, dimanche matin tranquille. J'ai scruté son visage à la recherche de quelque chose. N'importe quoi. Elle a hoché la tête. Je me souviens avoir remarqué à quel point l'horloge au mur semblait bruyante après ça. Tic, tic, tic. D'accord, ai-je répété. Ce soir-là, j'ai fait un petit sac de sport. Jeans, chemise de travail, ma brosse à dents. J'ai laissé le reste. Photos de famille, le canapé que j'avais réparé 2 fois, les étagères du garage que j'avais construites de mes propres mains. Brigitte me regardait depuis le seuil de la chambre. « Laurent » a-t-elle dit, comme si elle allait ajouter quelque chose d'autre. Mais elle ne l'a pas fait. J'ai laissé mes clés de maison sur le comptoir à côté du classeur de mariage.
J'ai dormi dans mon camion cette première nuit, garé derrière un Quick sur la 15. L'odeur de graisse de frites se dégageait chaque fois que la porte s'ouvrait. Je suis resté assis là, avec une tasse de mauvais café, les mains enroulées autour, fixant le vide. Au matin, mon téléphone était plein de messages. Appels manqués, textos confus. Émilie demandant ce que j'essayais de faire, Brigitte demandant où j'étais. Je n'ai pas répondu. À la place, je suis allé au travail, j'ai tiré des câbles, serré des vis, fait mon boulot. Le monde ne s'est pas arrêté juste parce que mon mariage l'avait fait. Pendant le déjeuner, je me suis assis dans mon camion et j'ai regardé l'application de la banque sur mon téléphone. Le remboursement que j'effectuais depuis des années, l'assurance à mon nom, l'acte que j'avais signé sans trop y penser à l'époque. Disparaître, ai-je pensé. D'accord, je le ferai. Mais disparaître ne signifiait pas s'évaporer dans les airs. Cela signifiait se retirer soigneusement et laisser tout ce sur quoi elle s'appuyait ressentir le poids de cette absence. J'ai démarré mon moteur et je me suis dirigé vers la ville, vers une vieille agence immobilière avec une enseigne délavée, devant laquelle j'étais passé 100 fois. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'en avais juste fini. Je ne suis pas allé directement à l'agence immobilière. Je suis passé devant une fois, puis j'ai fait le tour du pâté de maison, mon clignotant cliquetant comme s'il marquait le rythme de mes pensées. Je ne tremblais pas. Ça m'a surpris. J'avais toujours supposé que quelque chose comme ça viendrait avec de la colère, de la chaleur, des cris, peut-être un pare-brise fissuré ou une porte claquée. Au lieu de ça, je me sentais vide, comme si quelqu'un m'avait évidé et avait oublié de remettre quoi que ce soit. Je me suis arrêté dans une station-service, j'ai fait le plein, et je suis resté assis là plus longtemps que nécessaire. Un vieux type à la pompe d'à côté m'a fait un signe de tête. Nous avons échangé le genre de regard que partagent les hommes de notre âge. Pas de mots, juste une reconnaissance. Tu es encore là? Tu respires encore? J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Un autre texto de Brigitte. Laurent, ça a assez duré, il faut qu'on parle. J'ai tapé une réponse, je l'ai effacée, j'ai retapé. Puis j'ai verrouillé l'écran et j'ai glissé le téléphone dans la console. Parler, c'était ce qu'elles avaient en fait. Décider sans moi, hocher la tête. En milieu d'après-midi, je me suis retrouvé garé devant l'agence Caisse d'épargne de Cergy. Le bâtiment en briques avait la même apparence que d'habitude. Drapeau devant, un banc près de la porte. Je faisais mes opérations bancaires là-bas depuis avant Brigitte. À l'intérieur, l'air sentait vaguement le nettoyant pour tapis et l'encre d'imprimante. Une jeune femme au comptoir a souri comme si elle l'avait répété. « Bonjour, comment puis-je vous aider ? J'ai besoin de consulter quelques comptes, ai-je dit. Les comptes joints. » Elle a hoché la tête, tapé sur son clavier, demandé ma pièce d'identité. Tout calme, ordinaire. C'était la partie étrange. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Nous avons parcouru les documents, le compte courant, le livret A, celui que nous utilisions pour les dépenses de mariage. Je n'ai encore rien fermé. J'ai juste posé des questions, pris des notes, écouté. Quand je suis ressorti, je me suis assis sur le banc 1 minute et j'ai regardé les voitures aller et venir. Une femme avait du mal à attacher un tout petit dans un siège auto. Quelqu'un a ri trop fort à l'intérieur du bâtiment. Je me sentais plus vieux que le matin même. Cette nuit-là, je suis resté dans un hôtel Formule 1 bon marché près de l'autoroute. Mur beige, un lit qui s'affaissait au milieu. Je suis resté allongé là, fixant le plafond, pensant à la maison, à la façon dont les escaliers craquaient à la 3e marche, à l'odeur du shampoing de Brigitte qui persistait dans la salle de bain. J'ai pensé à Émilie à 16 ans, serrant le volant à s'en blanchir les jointures pendant que je la guidais dans son premier virage à gauche. « Doucement » avais-je dit. « Tu as le temps ?» En avais-je ? Le lendemain matin, je suis retourné à la maison pendant que Brigitte était au travail. J'ai utilisé la clé de secours que j'avais encore. J'ai marché dans des pièces qui semblaient soudain mises en scène, comme si je violais ma propre vie. J'ai emballé quelques affaires supplémentaires. Ma boîte à outils, une photo encadrée de mon père, la vieille veste en flanelle que je portais chaque automne. Je n'ai touché à rien qui criait « Marie ». L'album de mariage, les tasses assorties, le plaid que Brigitte aimait. Sur le comptoir de la cuisine, le classeur de mariage était exactement là où je l'avais laissé. Post-it,
onglets de couleur, tout organisé à la minute près. Je l'ai refermé doucement. Au moment où Brigitte est rentrée ce soir-là, mon côté du placard était vide. Elle se tenait là, les bras croisés. Tu fais vraiment ça a-t-elle dit. Oui. Tu nous punis. Je l'ai regardée alors. Vraiment regardée. Les rides autour de sa bouche, la façon dont elle évitait mes yeux. Non, ai-je dit. Je me retire comme vous le vouliez. Elle a ouvert la bouche et l'a refermée. Émilie ne voulait pas dire. Elle le pensait, ai-je dit. Et tu as accepté. C'est à ce moment-là que son visage a changé. Pas en colère, pas triste, juste incertain, comme si elle réalisait enfin que quelque chose bougeait qu'elle ne pouvait pas arrêter. Au cours des jours suivants, les appels se sont intensifiés. Émilie a laissé des messages vocaux qui oscillaient entre furieux et paniqués. « Tu ne peux pas juste partir » a-t-elle dit dans l'un d'eux. « Tu sais à quoi ça ressemble ?» Les messages de Brigitte étaient pités plus calmes. « On peut arranger ça. S'il te plaît, rentre à la maison. Tu blesses tout le monde. » Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai rencontré David Mercier, un agent immobilier que je connaissais depuis des années. Nous nous sommes assis dans son petit bureau, une cafetière de café brûlée entre nous. « Tu es sérieux ?» a-t-il demandé, feuilletant les documents. « Je le suis. » Il s'est penché en arrière, m'a étudié. « Vente rapide ou vente propre ?»« Propre ?» ai-je dit. David a hoché la tête. « Tu sais ce que ça signifie ?»« Oui. » Signer le mandat de vente m'a semblé plus lourd que prévu. Pas parce que j'en doutais, mais parce que ça rendait tout définitif. La maison se vendrait. Les plans de mariage qui y étaient liés se dénoueraient. Je le savais. Cette nuit-là, Brigitte s'est présentée à l'hôtel sans prévenir. Elle a frappé jusqu'à ce que je réponde. « Tu détruis tout ?» a-t-elle dit, les yeux brillants. « Pourquoi ?» Je n'ai pas haussé le ton. « Pour moi ?» Elle a ri alors, coupant et cassant. « Tu penses que ça va bien finir ?» Je pense que ça va finir, honnêtement, ai-je dit. Elle m'a fixé comme si elle ne me reconnaissait plus. Peut-être qu'elle ne me reconnaissait plus. Le lendemain matin, le panneau « À vendre » est apparu sur la pelouse. Dans l'après-midi, mon téléphone a explosé. Émilie a hurlé. Brigitte a pleuré. Quelqu'un de la salle de réception a appelé, confus, demandant qui avait encore l'autorité d'approuver des événements à la maison. J'ai laissé sonner. « Disparaître », avait-elle dit. Je faisais exactement ça. Tranquillement, légalement, une pièce à la fois. Et plus je me retirais, plus je réalisais combien de leur monde j'avais soutenu sans jamais être remercié. Cette réalisation ne ressemblait pas à une victoire. Pas encore. Elle ressemblait au sol qui se dérobait sous les pieds de tout le monde, y compris les miens. À la fin de cette semaine-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris quand j'avais fait mon premier sac de sport. Disparaître n'était pas un acte unique. Ce n'était pas une porte claquée ou un adieu dramatique. C'était une série d'absences silencieuses, de petits soutiens retirés un à la fois, comme retirer des clous d'une planche et la regarder enfin s'affaisser sous son propre poids. La maison a été mise en ligne un jeudi. David m'a envoyé une photo de l'annonce. Photo lumineuse, angle large. La pelouse semblait plus verte que dans mon souvenir. Je l'ai fixée longtemps, essayant de ressentir quelque chose. Un regret aigu, un triomphe, n'importe quoi. Mais surtout, je me sentais fatigué. Ce soir-là, je suis resté assis dans la chambre d'hôtel avec la télé en sourdine, regardant une météo qui ne m'intéressait pas. Mon téléphone a vibré à nouveau. « Brigitte ?» Émilie est en larmes. Elle dit que tu l'humilies. J'ai posé le téléphone face contre la table. Quelques minutes plus tard, il a vibré à nouveau. « Brigitte, s'il te plaît, on peut parler. Rentre juste à la maison. » Maison ? Le mot semblait lâche maintenant, comme s'il ne m'appartenait plus. J'ai pensé au premier hiver dans cette maison. Comment je m'étais réveillé tôt pour déneiger l'allée avant le travail pour que Brigitte ne glisse pas. Comment j'avais remplacé la chaudière moi-même pour économiser de l'argent. Comment Émilie avait amené ses amis et ri fort dans la cuisine, ne s'inquiétant jamais des factures ou du chauffage, ou de qui rendait tout cela possible. Le lendemain matin, je me suis rendu au bureau du cadastre à Pontoise. C'était un bâtiment en béton trapu avec des lumières de fluorescentes qui donnaient à tout le monde l'air un peu malade. J'ai pris un numéro et j'ai attendu,
écoutant le bourdonnement des bouches d'aération et le bruissement des papiers. Quand mon tour est venu, l'employé a affiché l'acte de propriété sur son écran. Elle a lu les noms. Le mien venait en premier. J'ai hoché la tête. C'est ce que je pensais. En sortant, je me suis assis dans mon camion et j'ai posé mon front contre le volant. Pendant une seconde, juste une seconde, je me suis demandé si j'allais trop loin. Puis mon téléphone a sonné. Cette fois, c'était la salle de réception. Monsieur Dumas a demandé une femme, polie mais ferme. Nous appelons parce qu'il semble y avoir une confusion concernant la propriété utilisée pour le dîner de répétition. Il n'y a pas de confusion, ai-je dit. La maison est en vente. Silence au bout du fil. Eh bien, a-t-elle dit prudemment, sans confirmation du propriétaire et preuve d'assurance, nous ne pouvons pas procéder. Je comprends, ai-je répondu. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Pas de peur, d'adrénaline. Parce que maintenant c'était réel. Maintenant les conséquences allaient au-delà des messages en colère et des sentiments blessés. Cet après-midi-là, je suis retourné au travail. J'ai grimpé à une échelle dans une galerie marchande et refait le câblage d'un panneau d'éclairage. Mes mains bougeaient en pilote automatique. Dénudé, torsadé, capuchonné. Mon corps savait quoi faire, même quand mon esprit ne le savait pas. Pendant ma pause, j'ai mangé un sandwich à la dinde sec dans mon camion et j'ai regardé un jeune couple se disputer sur le parking. La femme agitait les bras. L'homme regardait le sol. Je me suis demandé lequel j'avais été toutes ces années. Ce soir-là, Émilie m'a envoyé un texto directement. « Tu ruines tout. Tu fais toujours ça. Tu ramènes tout à toi. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. J'ai pensé à la nuit où elle m'avait appelé de la fac en pleurant parce que sa voiture ne démarrait pas. J'avais conduit 2 heures dans la neige pour aller la chercher. Je n'avais même pas hésité. « T'es mon héros », avait-elle dit à l'époque, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai appelé mon agent d'assurance, une femme nommée Linda, avec qui je travaillais depuis des années. Elle a reconnu ma voix. « Laurent, tout va bien ?»« Je vends la maison, » ai-je dit. « J'ai besoin de faire quelques modifications. » Elle m'a guidé à travers tout, professionnelle et gentille. À la fin de l'appel, un autre fil avait été tranquillement détaché. Cette nuit-là, Brigitte s'est présentée à nouveau. Cette fois, elle n'a pas frappé. Elle s'est juste tenue dehors près de mon camion dans le parking de l'hôtel pendant que j'étais assis derrière le volant. Le moteur éteint. « Tu blesses Émilie ?» a-t-elle dit à travers la fenêtre ouverte. « Je n'ai pas commencé ça, » ai-je répondu. « Tu es son père. » « Je l'étais, » ai-je dit doucement, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Sa bouche s'est serrée. « Tu prends plaisir à ça. » J'ai secoué la tête. Je survis à ça. Elle s'est penchée plus près. « Si tu continues, il n'y a pas de retour en arrière. » Je l'ai regardée, vraiment regardée. « Tu as déjà décidé ça ?» ai-je dit. « Tu ne pensais juste pas que je l'accepterais. » Elle a reculé alors, comme si je l'avais poussée. La première offre sur la maison est arrivée 2 jours plus tard, légèrement en dessous du prix demandé. David m'a appelé, voix prudente. « On peut contre-proposer. »« Accepter » ai-je dit. « Tu es sûr ?»« Oui. » En raccrochant, j'ai senti un poids se poser dans ma poitrine. Pas de l'effroi, de la finalité. La robe de mariée d'Émilie était toujours suspendue dans le placard de la chambre d'amis. Je le savais. J'avais aidé à installer la tringle moi-même. Je l'ai imaginée là, intacte, attendant un jour qui s'éloignait de plus en plus à chaque signature que je posais. Cette nuit-là, seul dans l'hôtel, j'ai sorti une vieille photo de mon portefeuille. Émilie, à 17 ans, assise au volant de mon camion, souriant comme si elle venait de gagner quelque chose. Je suis resté assis là longtemps, écoutant le bourdonnement du distributeur automatique au bout du couloir. Disparaître, ai-je réalisé, ne concernait pas la punition. Il s'agissait de lâcher l'illusion que l'amour, une fois donné, serait toujours retourné. Et une fois que j'ai vu ça clairement, il n'y avait pas de retour en arrière. La vente s'est conclue un mardi matin. Je le sais parce que je me souviens du son que le stylo a fait quand j'ai signé la dernière page. Un léger grattement, rien de dramatique. David a glissé les papiers vers moi, tapoté le coin pour faire une pile nette et a dit « C'est bon, c'est bon ». 12 ans de remboursement de crédit, 12 hivers de déneigement,
D'où était à tondre cette pelouse pendant qu'Émilie s'asseyait sur le perron en faisant défiler son téléphone, me demandant si j'avais vu ses lunettes de soleil. Parti. Je suis sorti de l'étude du notaire dans un parking rempli de voitures ordinaires. Un monospace a klaxonné quelque part. Un homme se disputait avec son téléphone. La vie continuait, inconsciente que quelque chose que j'avais construit n'était officiellement plus à moi. David m'a tapoté légèrement l'épaule. « Ça va aller ? Ça ira, ai-je dit. Je le croyais, en grande partie. L'appel a commencé avant que j'atteigne le bout du pâté de maison. Brigitte, d'abord. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle exigé, essoufflée. « J'ai vendu la maison. »« Tu ne peux pas. »« Je l'ai fait. » Elle s'est tue, puis plus doucement. « La salle de réception vient de m'appeler. » Je m'en doutais. Ils ont annulé le dîner de répétition. Elle a dit qu'ils ne peuvent pas aller de l'avant sans la propriété. J'ai imaginé le classeur d'Émilie, les onglets de couleur, les plannings prévus à la minute près. Je l'ai imaginé debout dans la cuisine, téléphone contre l'oreille, essayant de garder sa voix stable. « Je suis désolé, » ai-je dit, et je le pensais de la seule façon qui comptait encore. « Tu détruis son rêve, » a dit Brigitte. « Non, » ai-je répondu. « Je m'en retire. » Dans l'après-midi, le fleuriste a annulé. Le groupe a suivi. Le traiteur a laissé un message vocal demandant qui était maintenant responsable du solde impayé. Émilie m'a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avant de pouvoir m'en empêcher. « Tu as vendu la maison ?» a-t-elle crié. « Tu es fou ?»« Je t'avais prévenu que je disparaissais, » ai-je dit calmement. « Tu as fait ça exprès. »« Oui, voilà, la vérité enfin à découvert. »« Tu ruines mon mariage, » a-t-elle pleuré. J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, je l'ai presque vue telle qu'elle avait été à 8 ans, tenant ma main sur le parking du centre commercial, ayant peur de se perdre. « Ce n'est pas de la vengeance, » ai-je dit. « Ce sont des conséquences. » Elle a raccroché. Ce soir-là, Brigitte est venue à l'hôtel à nouveau. Elle s'est assise sur le bord du lit, épaules affaissées, fixant le tapis. « Elle est embarrassée, » a-t-elle dit. « Tout le monde sait. » « Tout le monde savait que j'existais aussi, » ai-je répondu, jusqu'à ce qu'elle ne veuille plus de moi. Elle a levé les yeux alors, les yeux rouges. « Je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin. Je n'ai jamais pensé que tu hocherais la tête, » ai-je dit. La pièce est restée immobile. 2 jours plus tard, l'acheteur a programmé une journée portes ouvertes pour le week-end. Panneaux de jardin, ballons attachés à la boîte aux lettres, des étrangers se promenant dans des pièces où ma vie s'était déroulée. Émilie s'est présentée pendant l'une des visites. Je n'étais pas là, mais les voisins me l'ont raconté plus tard. Des voix élevées, des portes claquées, une femme pleurant sur les marches du perron pendant que les gens faisaient semblant de ne pas regarder. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. « Laurent, c'est Richard d'à côté. Je voulais juste prendre des nouvelles. Ça ne semblait pas juste que tu ne sois pas là. » J'ai fixé ce texto plus longtemps que je n'aurais dû. Un voisin a remarqué mon absence avant ma propre famille. Le mariage a été officiellement reporté le lundi suivant. Reporté, ont-elles dit, comme s'il pourrait revenir si elles attendaient assez longtemps. Émilie a posté un message vague en ligne sur les gens toxiques et l'établissement de limites. Brigitte a complètement arrêté d'envoyer des textos. Je suis sorti de l'hôtel et j'ai emménagé dans un petit appartement en location à la périphérie de la ville. Une chambre, mur fin, un balcon juste assez grand pour une chaise. La première nuit là-bas, je me suis assis sur cette chaise et j'ai écouté le bourdonnement du trafic. Pas de cris, pas de plan de mariage, pas de classeur. Juste du calme. Mais le calme ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Je savais qu'elle pensait que l'histoire était terminée, que j'avais fait valoir mon point, et que maintenant j'allais m'effacer en arrière-plan comme elles le voulaient. Elles avaient tort. Parce que pendant que la maison était vide, quelque chose d'autre prenait forme. Quelque chose que j'avais construit lentement, délibérément, pendant de longues nuits et des matins tôt. Je ne laissais pas le chaos derrière moi. Je laissais la vérité. Et bientôt, elle n'aurait d'autre choix que d'ouvrir la porte et d'y faire face. Les acheteurs ont pris possession un vendredi matin. Je ne suis pas allé à la maison pendant qu'ils emménageaient. Je n'en avais pas besoin. J'y étais déjà allé plus tôt cette semaine-là, seul, les pièces dépouillées et nues,
l'air sentant vaguement la poussière et le nettoyant au citron. J'ai fait le tour une fois, lentement, ne touchant à rien, écoutant mes pas résonner comme si j'étais dans le souvenir de quelqu'un d'autre. J'ai apporté une boîte. Elle n'était pas lourde, juste du papier. Je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, là où Brigitte avait l'habitude d'étaler les factures et où Émilie déployait ses classeurs. Le comptoir avait toujours une légère rayure de la fois où j'avais laissé tomber un tournevis il y a des années. J'avais eu l'intention de la poncer, je ne l'ai jamais fait. La boîte contenait un seul classeur, noir, épais, du genre qu'utilisent les comptables. Sur la tranche, en lettres majuscules, j'avais écrit « Ce qui disparaît ». À l'intérieur se trouvaient des onglets, propres, étiquetés, crédit immobilier, assurance et charges, éducation et médicale, dépenses de mariage, extra. Chaque section contenait des copies. Chèques, relevés, notes dans mon écriture. Date, montant. Pas d'opinion, pas d'insulte, juste des faits. Sur le dessus du classeur, j'ai placé une seule enveloppe adressée à Émilie. Pas à Brigitte, à Émilie. Je suis resté là longtemps après l'avoir posée. Assez longtemps pour entendre une voiture passer dehors. Assez longtemps pour sentir le poids des années s'installer dans mes épaules. Puis je suis parti. Je n'ai dit à personne que j'y étais allé. L'appel est venu cet après-midi-là. Ce n'était pas Brigitte. C'était le fiancé d'Émilie, Marc. Je l'avais rencontré 2 fois. Poli, calme, le genre d'homme qui laissait les choses se passer autour de lui et appelait ça la paix. « C'est quoi ça ?» a-t-il demandé, voix tendue. « Ouvrez-le » ai-je dit. Il y a eu une pause, du papier qui bougeait, une respiration coupée. « Bon Dieu » a-t-il murmuré. Brigitte devait être là aussi. Je pouvais l'entendre pleurer en arrière-plan. La voix d'Émilie s'est élevée, aiguë et paniquée. « C'est de la manipulation » a-t-elle dit. « Il a planifié ça. » J'ai retiré le téléphone du haut-parleur et l'ai tenu contre mon oreille. « J'ai documenté » ai-je dit. « Il y a une différence. »« Tu essaies de nous embarrasser » a sangloté Brigitte. « Je dis la vérité » ai-je répondu, publiquement, pour la première fois. Elles étaient dans la maison alors, celle qui était vide, les voisins qui passaient, les nouveaux propriétaires pas prévus avant le lendemain, la cuisine grande ouverte, la lumière du soleil se déversant sur le comptoir où le classeur reposait. J'ai imaginé Émilie le feuilletant, ses doigts s'arrêtant sur des chiffres qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Le remboursement mensuel de 1 250 €. Le taux d'intérêt de 4,2% que j'avais bloqué il y a 12 ans. Les 6 800 € pour l'appareil dentaire. Les 14 900 € d'acompte pour la salle de réception. Le fleuriste, le groupe, les retouches. Tout payé depuis le même compte. Sous extra, j'avais ajouté quelque chose qu'elle avait oublié. L'argent pour l'essence des trajets retour de la fac. Les franchises d'assurance. L'hiver où j'avais couvert son loyer quand sa colocataire était partie. À la fin du classeur se trouvait la lettre. Pas longue, juste une page. « Émilie, tu m'as demandé de disparaître. Voici ce qui disparaît quand je le fais. Il n'y a pas de colère dans ceci, juste de la comptabilité. J'espère que ton jour de mariage sera quand même beau. Je ne serai pas là pour le voir. » Laurent. Je pouvais entendre Marc respirer au téléphone, lent et lourd. « Tu savais tout ça ?» a-t-il demandé à Émilie. Silence. Ce silence était plus fort que n'importe quel cri n'aurait sans pu l'être. Les voisins se sont rassemblés sur le trottoir. Richard d'à côté se tenait les bras croisés, prétendant vérifier son téléphone tout en écoutant clairement. Quelqu'un a chuchoté. Quelqu'un d'autre a secoué la tête. La voix de Brigitte s'est brisée. « Laurent, s'il te plaît, tu as fait valoir ton point. » « Je n'ai pas fait valoir un point, » ai-je dit. J'ai répondu à une demande. Émilie a crié alors. Pas de mots, juste du son. Brut et furieux. Le téléphone est devenu silencieux. Plus tard, j'ai entendu ce qui s'est passé ensuite de la part de Richard. Émilie a jeté le classeur à travers la pièce. Les pages se sont répandues. Les chiffres ont volé comme des feuilles. Marc les a ramassés un par un. Les voisins ont regardé à une distance polie, de la manière dont le font les Français. Concernés, curieux, retenus. Une femme d'en face a dit « J'ai toujours pensé que Laurent payait pour tout. » Richard a hoché la tête. Il le faisait.
Le soir venu, l'histoire s'était répandue. Amis de la paroisse, invités au mariage, gens qui s'étaient demandé pourquoi le mariage avait soudainement été reporté. Il n'y avait pas de rumeur à corriger. La vérité était déjà étiquetée, classée et étalée sur le comptoir. Brigitte a essayé de m'appeler à nouveau cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis assis sur le balcon de mon petit appartement, une chaise pliante tirée près de la balustrade. Le soleil s'est enfoncé bas, transformant le ciel en couleur de cuivre rouillé. Quelque part, une tondeuse à gazon ronronnait. Un chien a aboyé une fois, puis s'est calmé. Pour la première fois en semaine, mes mains ne tremblaient pas. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais propre. Le lendemain matin, un email est arrivé de Marc. Je ne savais pas. Je suis désolé. Je ne pense pas que nous soyons prêts à nous marier. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur portable. Brigitte a envoyé un dernier message plus tard dans la journée. J'aurais aimé que tu te battes plus fort. J'ai tapé une phrase en retour. Je l'ai fait, tranquillement, pendant des années. C'était la dernière chose que je lui ai jamais dite. Le dimanche, le classeur avait disparu. Les nouveaux propriétaires avaient emménagé. Le comptoir était le leur maintenant. Mais l'histoire avait déjà fait son travail. On ne peut pas remettre les chiffres en place une fois qu'ils sont lus. On ne peut pas ne pas voir le poids que quelqu'un a porté quand il est finalement posé en public. Elle m'avait demandé de disparaître. Ce qui les a choqués, ce n'était pas que je sois parti. C'était combien avaient disparu avec moi. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles pendant longtemps après ça. Des semaines m'ont passé, puis des mois. Le genre de mois où les saisons changent tranquillement et où vous ne le remarquez pas jusqu'à ce que l'air se sente différent sur votre peau. L'été a glissé vers l'automne. Les feuilles se sont rassemblées le long du trottoir devant mon appartement, se recroquevillant et brunissant comme si elles étaient fatiguées de s'accrocher. Je me suis installé dans un rythme. Je me réveillais à 5h30 tous les matins, comme je l'avais fait pendant des années. La cafetière était vieille et bruyante, mais elle fonctionnait. Je buvais ma première tasse debout près de la fenêtre, regardant les phares se déplacer le long de la route comme une rivière lente. Certains matins, la maison me manquait. Le garage, la façon dont le soleil frappait la table de la cuisine pile comme il fallait vers 7h. D'autres matins, non. Le travail est resté stable. Mes mains vibraient toujours la nuit, mais je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pas de délai de mariage, pas de tension bourdonnant à travers les murs. Juste une fatigue calme et honnête. Un après-midi d'octobre, Richard s'est arrêté. Il a retrouvé ma nouvelle adresse par un ami commun. Il se tenait sur mon balcon, les mains dans les poches de sa veste, se balançant. « Je voulais juste dire, » a-t-il commencé, puis s'est arrêté. « Beaucoup de gens ont vu ce que tu as fait. » J'ai attendu. « Pas la partie vente, » a-t-il dit. « L'autre partie, le classeur, la vérité. » J'ai hoché la tête. « Ils n'en parlent pas beaucoup, » a-t-il continué, « mais ils ont remarqué. » Après son départ, je me suis rassis sur ma chaise et j'ai regardé les arbres. Pour la première fois, j'ai compris quelque chose que j'avais été trop occupé à voir avant. Le respect ne s'annonce pas. Il se manifeste tranquillement, après que tout le reste soit tombé. Brigitte a essayé une dernière fois près de la Toussaint. Elle s'est présentée à ma porte sans appeler, manteau serré, yeux fatigués. « Je ne pensais pas que tu irais vraiment jusqu'au bout, » a-t-elle dit. « Je l'ai fait, » ai-je répondu. Elle a regardé au-delà de moi dans le petit salon. Le canapé d'occasion, la lampe que j'avais réparée moi-même. L'endroit qui m'appartenait seulement à moi. « Tu sembles différent, » a-t-elle dit. « Je le suis. » Elle a hoché la tête alors, le même petit hochement de tête. Mais celui-ci ne faisait pas mal. Ça n'avait plus d'importance. « J'espère que tu es heureux, » a-t-elle dit. « Je suis en paix, » ai-je répondu. Elle est partie sans un autre mot. Cet hiver-là, j'ai acheté un endroit à moi. Plus petit que l'ancienne maison, payé comptant. Un balcon modeste, un jardin juste assez grand pour ratisser sans jurer. La première nuit là-bas, je me suis assis dehors avec une tasse de thé et j'ai regardé le soleil s'enfoncer derrière les arbres. Pas d'applaudissements, pas de public, juste du calme. J'ai pensé à Émilie parfois, pas avec colère, avec une sorte de tristesse distante. J'espère qu'elle a appris quelque chose. J'espère qu'elle n'a pas eu à perdre autant que moi pour le comprendre. Mais cette partie
n'était plus la mienne. Ce que j'ai emporté avec moi, ce n'était pas de l'argent ou de la propriété ou même de la justification. J'ai emporté ma dignité. J'ai emporté mon temps. J'ai emporté la vérité de qui j'étais et de qui j'avais toujours été. Elles m'avaient demandé de disparaître. Ce qu'elles n'ont jamais compris, c'est ceci. Quand on pousse dehors quelqu'un qui tenait tout ensemble, on ne le perd pas seulement. On perd le poids qu'il portait en silence. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible, pris pour acquis ou tranquillement effacé, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul. Parfois, la réponse la plus forte n'est pas de crier en retour. Parfois, c'est de vous choisir. Si cette histoire a résonné en vous, envisagez de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.